Avez-vous pleinement conscience du prix astronomique que la France a dû payer pour ne pas disparaître de la carte des puissances souveraines? Plongeons au cœur de la machine de guerre la plus audacieuse de notre République, le Mirage 4, un bombardier supersonique dont la seule existence a tenu en respect l'Empire soviétique sans qu'une seule de ses 62 unités n'ait eu à larguer son feu nucléaire. Pour comprendre cette épopée d'acier et de plutonium, le stratège militaire doit inévitablement disséquer la blessure originelle de notre diplomatie moderne. Nous sommes en octobre 1956, lors de la tristement célèbre crise de Suez, et la France s'apprête à boire le calice de l'humiliation jusqu'à la lie. Nos armées, déployées aux côtés des forces britanniques et israéliennes, y écrasent tactiquement l'adversaire égyptien pour reprendre notre canal nationalisé. Mais que vaut une victoire tactique face au chantage nucléaire mondial ? La victoire s'évapore instantanément sous la menace combinée, brutale et inique de Washington et de Moscou, forçant Paris à un retrait militaire déshonorant. Que révèle cette capitulation arrachée sous la contrainte ? Elle démontre, avec la froideur d'une lame de guillotine, que toute nation dépourvue de l'arme atomique n'est qu'un pion sacrifiable sur l'échiquier des superpuissances. Bien que le gouvernement de Pierre Mendès France ait initié le programme nucléaire, dès 1954, ça, c'est le retour providentiel du général de Gaulle au pouvoir en 1958 qui métamorphose cette recherche scientifique en une véritable doctrine de survie nationale. Le constat du général, fruit d'une analyse clinique des rapports de force, est implacable et résonne encore dans les couloirs de notre état-major. La survie de la France ne peut et ne doit jamais dépendre de la bienveillance ou de l'humeur américaine. La terrible guerre de Corée l'a prouvé formellement. Les États-Unis n'engageront jamais leur propre intégrité territoriale pour sauver un allié lointain. Qui pourrait raisonnablement croire, même un seul instant, et que le président américain accepterait de voir ses propres mégapoles transformés en champs de cendres radioactives par l'Union soviétique simplement pour protéger le sol français d'une offensive massive du pacte de Varsovie. Face à cette incertitude mortelle, la France se devait de forger sa propre épée, une capacité de destruction foudroyante et autonome, conçue non pas pour égaler les arsenaux titanesques et absurdes des deux géants, mais pour appliquer la redoutable doctrine de la dissuasion du faible au fort. L'idée, validée par nos plus hauts experts militaires, est d'un cynisme stratégique absolu mais d'une efficacité mathématique irréfutable. Menacer l'adversaire de dommages si effroyables et si certains qu'ils annuleraient tout bénéfice politique ou territorial d'une conquête. De Gaulle le formulait avec une précision chirurgicale devant ses généraux. On n'attaque pas impunément une nation capable de tuer 80 millions de Russes, même si l'ennemi possède le potentiel théorique d'exterminer 800 millions de Français. Une extrapolation rhétorique soulignant le déséquilibre des forces. Le théoricien en chef de cette terreur salvatrice, le général Pierre-Marie Gallois, fixait le seuil de cette dissuasion avec une clarté effrayante. La destruction garantie de 10 villes soviétiques, 10 métropoles pulvérisées suffiraient à paralyser la machine de guerre de l'ours rouge, car la France n'est pas un butin qui justifie la perte de 10 centres vitaux russes. Mais comment frapper le cœur glacé de la Russie depuis nos bases ? En 1956, l'inventaire de notre force de frappe aérienne est dramatique. L'armée de l'air ne dispose alors que de 40 bombardiers Sud Aviation Vautour. Bien que remarquables dans leur catégorie d'origine, ces appareils subsoniques seraient purement et simplement massacrés, désintégrés en plein vol par les intercepteurs supersoniques et les nouvelles batteries de missiles solaires qui quadrillent hermétiquement le ciel soviétique. Face à ce mur défensif, il fallait concevoir l'inconcevable et exiger l'impossible. En mai 1956, le gouvernement émet des spécifications techniques qui laissent les attachés militaires étrangers totalement incrédules. La France exige un bombardier de pénétration supersonique capable d'emporter un engin nucléaire monstrueux de 3 tonnes, mesurant 5,2 mètres, et sur une distance minimale de 2000 km, et ce, sans ravitaillement. Si vous êtes fier de cette France inflexible qui ose dicter ses propres conditions à l'histoire, de cette ingénierie de pointe qui refuse le diktat des empires, je vous convie à vous abonner immédiatement à notre chaîne, à cliquer sur le pouce bleu pour soutenir notre devoir de mémoire stratégique et à nous dire dans l'espace des commentaires ce que vous inspire cette audace politique. Le 20 mars 1957, ces exigences démesurées sont officiellement validées, précipitant l'industrie aéronautique française dans le pari technologique le plus risqué, le plus coûteux, mais surtout le plus vital de toute son existence. Face à ce défi technique que beaucoup d'observateurs étrangers jugeaient
totalement insurmontable, et J3 champions de notre industrie aéronautique entrent dans l'arène, mais c'est une manœuvre de contournement d'une intelligence tactique rare qui va dicter la suite des événements. Alors que Sud Aviation s'enlise dans la proposition d'un super vautour dont la vitesse plafonne dramatiquement à Mach 0,9 pour un rayon de combat de 2700 km, les équipes de conception de la société Dassault, qui opèrent dans le secret le plus absolu sur un projet d'avion de représailles depuis le début des années 50, abattent leur atout maître. Leur approche est d'une audace inouïe et d'une rationalité redoutable. Reprendre l'architecture aérodynamique révolutionnaire en aile delta du chasseur Mirage 3, doubler sa surface à l'air, et multiplier par 3 sa capacité interne en carburant et créer de toutes pièces un bombardier stratégique super lourd. Le ministère de la Défense, logiquement séduit par la promesse d'un coût de développement inférieur et d'une mise au point fulgurante grâce à l'exploitation de technologies déjà éprouvées, signe le contrat décisif en avril 1957. Le miracle industriel se produit alors sous les yeux de la nation, car 18 mois plus tard seulement, à la toute fin de l'année 1958, le premier prototype, Mirage 400, sort des usines de Saint-Cloud, arborant une masse à vide plus que doublée par rapport au chasseur dont il est issu. Pourtant, c'est précisément à cet instant critique que le programme va traverser sa crise existentielle la plus profonde. Il y a un carrefour stratégique qui aurait pu anéantir notre souveraineté naissante avant même qu'elle ne prenne son envol. Dans leur quête fiévreuse de performances ultimes, les ingénieurs avaient initialement conçu le Mirage 4B, un titan des airs affichant une masse brute monstrueuse de 47 700 kg, dont la propulsion devait être assurée par 2 réacteurs américains Pratt et Whitney J-75 crachant plus de 11 800 kg de poussée chacun. La firme ira même jusqu'à proposer, en décembre 1963, d'armer ce colosse avec le missile balistique américain Skybolt. Mais saisissez-vous la faille fatale et le piège mortel que recelait ce mirage technologique? Comment pourrions-nous prétendre forger une force de dissuasion strictement indépendante, garante de notre survie, si le cœur même de notre bombardier nucléaire battait au rythme de l'industrie de l'armement américaine? Si Washington décidait un jour, au gré d'une crise diplomatique imprévue, de suspendre la livraison de la moindre pièce de rechange, notre entière force de frappe se retrouverait clouée au sol, paralysée, transformant notre orgueilleuse souveraineté en une coquille vide et sans défense. Le choix du pouvoir politique français, arrêté définitivement en septembre 1959, est d'une clairvoyance historique et d'un courage politique implacable. Le projet d'appareil lourd est abandonné au profit du Mirage 4A, qui sera propulsé exclusivement par des moteurs de fabrication 100% nationale, les Snecma Attar 09, développant 7000 kg de poussée avec post-combustion sur les versions de série. Ce renoncement délibéré aux moteurs étrangers implique inévitablement une diminution drastique du rayon d'action de l'appareil, forçant les planificateurs de l'état-major à admettre une réalité tactique glaçante. Les missions de pénétration profonde en Union soviétique devront être planifiées comme des vols sans la moindre possibilité de retour, les équipages sachant pertinemment que les bases alliées pourraient devenir hostiles après le largage d'une arme nucléaire française. Pensez-vous qu'une nation moderne aurait aujourd'hui la force morale d'imposer un tel sacrifice stratégique absolu à ses aviateurs au nom de l'indépendance de la patrie? Partagez sans plus attendre votre analyse dans l'espace des commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos enquêtes militaires exclusives et laissez un pouce levé pour honorer la mémoire de ces décisions souveraines. Ce choix de l'indépendance totale imposait par ailleurs à nos ingénieurs de résoudre l'une des énigmes physiques les plus complexes de l'aéronautique militaire mondiale, la maîtrise du vol supersonique prolongé. Si un chasseur-intercepteur classique de l'époque pouvait atteindre Mach 2 pour une courte durée de quelques minutes, le Mirage 4 devait impérativement maintenir cette vélocité infernale durant plus de 30 longues minutes ininterrompues pour espérer survivre à la traversée des zones mortelles défendues par l'ennemi. À cette vitesse extrême, le frottement continu de l'air transforme la carlingue en une véritable fournaise, important la structure métallique à des températures qui menacent de modifier les propriétés mêmes des matériaux, imposant des contraintes de dilatation d'une violence inouïe sur les réservoirs de carburant, les circuits hydrauliques et l'électronique de bord. Le triomphe incontestable de nos ingénieurs face à cet enfer thermique d'une brutalité inouïe fut absolu, faisant du Mirage 4 le premier et unique avion militaire européen de sa génération capable de soutenir un vol à Mach 2 de façon prolongée et sûre. Le 17 juin 1959,
Le pilote d'essai Roland Glavany arrache le majestueux prototype à la piste pour un vol inaugural de 40 minutes, confirmant l'excellence de la cellule. Mais c'est véritablement le 19 septembre 1960 que la France foudroie la concurrence aéronautique internationale en établissant un record mondial vertigineux sur un circuit fermé de 1000 km, propulsant notre bombardier lourd à la vitesse ahurissante de 1822 km par heure. Le miracle politique et industriel exigé par le général de Gaulle se concrétise le 1er octobre 1964, soit moins de 6 ans après le premier vol du prototype, lorsque l'escadron de bombardement, un 91e Gascogne, est officiellement déclaré opérationnel sur la base de Mont-de-Marsan, marquant l'entrée fracassante et irréversible de la République française dans le cercle très fermé des véritables puissances nucléaires. Rapidement rejointe par les escadrons Guyenne et Arbois, la force de frappe déploie méthodiquement ses 62 redoutables machines du jugement dernier sur 9 bases aériennes distinctes pour garantir leur capacité de riposte même face à une attaque préventive ennemie, instaurant un dispositif où des avions sont maintenus en alerte permanente, moteurs prêts à hurler et équipages sanglés en attente de l'ordre fatidique. C'est lors des terrifiants exercices poker que nos aviateurs s'entraînaient à frôler l'apocalypse de la Troisième Guerre mondiale, décollant en conditions réelles avec d'authentiques armes thermonucléaires sous le ventre, des bombes à chute libre AN-11 libérant 60 kilotonnes de destruction massive, puis des engins AN-22 encore plus dévastateurs, s'effonçant inexorablement vers leur cible soviétique avant de rompre l'engagement à l'ultime point de non-retour. La théorie militaire a d'ailleurs failli basculer dans le gouffre sanglant de la réalité tactique en août 1968, lorsque les forces blindées du pacte de Varsovie ont massivement envahi la Tchécoslovaquie pour écraser le printemps de Prague, forçant Paris à placer instantanément l'intégralité de sa force de dissuasion aéroportée en état d'alerte maximale absolue. Durant plusieurs jours d'une tension psychologique insoutenable que seuls des soldats d'élite pourraient endurer sans flancher, nos pilotes sont restés silencieux dans leur cockpit étroit, le doigt posé à quelques millimètres seulement des commandes de mise à feu. L'un prêt à décoller à la première syllabe du code présidentiel pour une mission d'anéantissement total de l'Union soviétique. Cependant, l'art de la guerre étant une course impitoyable à l'innovation, l'apparition terrifiante des nouveaux systèmes de défense antiaérienne soviétiques au cours des années 70 et 80, notamment les foudroyants missiles solaires S-300 et les redoutables intercepteurs MiG-31 équipés du radar à balayage électronique passif Zaslon, capable d'engager des cibles à plus de 200 km de distance, a fini par rendre la mission de bombardement en chute libre purement suicidaire, privant nos avions de toute chance d'atteindre la verticale de leurs objectifs. La riposte conceptuelle française à ce problème existentiel fut d'une fulgurance stratégique magistrale avec la création du missile nucléaire de croisière ASMP, l'air-sol moyenne portée, marquant une révolution doctrinale sans précédent. En convertissant 18 appareils au standard modernisé Mirage 4P, à partir de 1986, l'état-major permettait désormais à ses bombardiers de tirer un engin nucléaire fulgurant de 300 kilotonnes à plus de 300 km de distance, annihilant l'ennemi en restant habilement hors de portée de ses défenses anti-aériennes les plus meurtrières. Cette modernisation technologique et tactique étincelante a prolongé la pertinence opérationnelle de notre sentinelle supersonique d'une décennie entière, bien avant que la lourde mission nucléaire ne soit finalement et logiquement transféré aux chasseurs-bombardiers Dassault Mirage de 1996, achevant la carrière d'attaque d'un appareil majestueux qui n'aura fort heureusement jamais eu à déchaîner le feu nucléaire, mais dont l'existence implacable aura permis de figer les ambitions soviétiques et d'assurer la paix européenne. C'est précisément l'architecture de dissuasion inaugurée par ces avions pionniers qui dicte encore aujourd'hui la mission de nos Rafales modernes armées de la version améliorée ASMPA, prouvant que 62 bombardiers d'exception, conçus par une seule nation insoumise et opérés pour une seule mission sacrée, ont forgé une stature stratégique dont la France bénéficie encore 60 années plus tard. Tiens, si cette plongée en apnée dans les arcanes de notre indépendance militaire vous a captivé et que vous refusez catégoriquement de voir sombrer dans l'oubli la glorieuse mémoire de notre souveraineté nationale, je vous exhorte avec la plus grande ferveur à vous abonner à notre chaîne dès cette seconde, à commenter massivement pour imposer notre histoire face aux algorithmes et à laisser un ultime pouce en l'air pour saluer le sacrifice silencieux des équipages du Mirage 4.